Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Marrakech, au Maroc, où nous avons installé notre plateau sur le site de la COP 22 pour vous proposer une série d'émissions intitulée Sol et climat, quelle adaptation pour l'agriculture en Afrique. C'est une série d'émissions que nous vous proposons en partenariat avec la Fondation Avril, avec Campagne TV et bien sûr avec l'Esprit Sorcier et ses émissions, il y en aura 3 précisément, ont pour but de vous donner absolument toutes les clés. Oui, c'est vrai, on est toujours un petit peu pédagogique, mais toutes les clés pour essayer de bien comprendre les enjeux et les défis qui se présentent aujourd'hui face à l'agriculture africaine. Et il y en a 2, un double défi. Le premier, c'est de produire mieux pour pouvoir faire face au changement climatique. Et l'autre, et pas des moindres, c'est aussi de produire davantage pour lutter contre l'insécurité alimentaire et donner à manger à toutes les populations du continent. Alors, l'une des solutions, ce n'est pas la seule, mais elle passe bien sûr par le renforcement des sols, de leur qualité et de leur renforcement en tant que puits de carbone. Ça va être le thème de ce premier volet, de cette première émission. Et pour le traiter, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Mohamed Badraoui. Bonjour. Vous êtes agronome, vous êtes directeur général de l'INRA Maroc. Voilà, l'Institut national de recherche agronomique. À côté de vous, Emmanuel Torcobio, vous êtes écologue au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Vous êtes spécialiste d'agroforesterie et vous êtes chargé de mission sur le changement climatique. Et je signale au passage un livre que je conseille, qui est pour tout le monde, pour le grand public. C'est une compilation. Oui, c'est pour tout le monde, hein, j'ai tout compris. Dedans, c'est très intéressant, ce livre qui s'appelle « Changement climatique et agriculture du monde », avec plein de références. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé pour préparer ces émissions. Et puis, à côté de vous, Dominique Arouet. Bonjour, Dominique. Bonjour. Vous êtes ingénieur agronome, vous êtes directeur de recherche à l'INRA France, et vous êtes ancien président de l'Association française pour l'étude des sols. Oui. Voilà. Alors, avant d'ouvrir cette émission, puisque je vous le disais tout à l'heure, on aime bien le côté un petit peu pédagogique quand même, et pour ceux qui auraient oublié leur cours de sciences nat, on vous a préparé une petite animation pour rappeler comment ça marche un sol, on va dire, en temps normal. C'est-à-dire qu'un sol, ça respire. Regardez. Dis, il paraît que le sol respire, mais je comprends pas trop comment. C'est vrai, il respire et il boit aussi. Je t'explique. Le sol est la partie superficielle de la croûte terrestre, celle que l'on touche avec nos pieds. Il est solide, bien sûr, mais il contient aussi de l'eau qui provient en grande partie de la pluie et est très importante pour obtenir un sol en bonne santé, puisqu'elle est indispensable à la vie sur Terre. Et puis, il y a aussi du gaz. Ces gaz, on les trouve dans l'eau, sous la forme de petites bulles, et dans les petits trous de la matière solide, sous forme de gaz libre. Ils se faufilent ensuite via les cavités du sol et rejoignent l'atmosphère. Le sol respire. Laisse-moi deviner, parmi ces gaz, il y a le dioxyde de carbone, hein? Oui, le fameux CO2. Les plantes et les arbres le captent dans l'atmosphère et le stockent sous forme de carbone pour construire leurs troncs, leurs feuilles, leurs racines. Regarde, lorsqu'une branche se détache ou qu'une plante meurt, le carbone rejoint le sol. Et là, il est temps pour les organismes du sol, comme les bactéries, d'entrer en scène. Ils vont dégrader cette matière organique. Lors de ce processus, ils relâchent du CO2 dans l'atmosphère. Ainsi, le CO2 entre et ressort. C'est le cycle du carbone. Mais ce n'est pas tout. D'autres gaz sont relâchés par le sol. Le protoxyde d'azote, par exemple, N2O. Il provient d'un composé minéral appelé nitrate. Il est naturellement utilisé par les plantes pour pousser et on l'utilise aussi beaucoup comme engrais. Si le nitrate est trop abondant et que le sol manque d'oxygène, les bactéries le transforment en diazote, dit N2, et en protoxyde d'azote. On appelle cela la dénitrification. Et encore une fois, le sol respire.
Et puis quand le sol est sous l'eau, comme dans les rizières, les bactéries qui dégradent la matière organique ne peuvent plus produire de CO2 car elles n'ont pas d'oxygène. On dit qu'elles sont en anaérobiose. Dans ces conditions, les bactéries ne produisent pas de CO2, mais du méthane. Ah bah elle ne manque pas d'air, ton histoire. Le hic, c'est que tous ces gaz sont des gaz à effet de serre. Et quand ils sont relâchés en trop grande quantité dans l'atmosphère, ils accélèrent le réchauffement climatique. La bonne nouvelle, c'est qu'en labourant moins, par exemple, ou en utilisant des couverts végétaux entre deux cultures pour limiter l'érosion et apporter de la matière organique, on peut réduire la quantité de ces gaz relâchés dans l'atmosphère et aussi augmenter la quantité de carbone dans les sols. En plus d'éviter le réchauffement, en stockant davantage de carbone, on améliore la santé du sol, qui produit mieux, et donc nourrit mieux les habitants de la planète. Le sol et l'agriculture sont donc un enjeu majeur pour le climat de notre planète et pour notre alimentation. Voilà, eh bien nous, si vous le voulez bien, on va s'arrêter sur la bonne nouvelle, sur la capacité des sols à stocker le carbone de l'atmosphère. Dominique Arouet, d'abord il faut rappeler que cette capacité de stockage des sols, elle est énorme. Oui, elle est absolument énorme, hein. On estime qu'actuellement, on a à peu près 2400 milliards de tonnes de carbone qui sont stockées dans les sols du monde, alors que dans la végétation, on n'en aurait que 750 milliards. Donc on est sur des chiffres qui sont monstrueux, hein. Le sol, c'est le plus gros réservoir de carbone organique de la planète, juste après les océans. Donc on a un potentiel en fait, de stockage très, très important. Et ça, on ne le sait pas beaucoup, hein, on ne nous le dit pas souvent en fait. De plus en plus, mais... On le dit de plus en plus, surtout depuis l'initiative 4 pour 1000. D'accord. Alors, en tout cas, c'est très très important de le rappeler. Vous m'amenez directement à la question suivante. Justement, on parle du 4 pour 1000. On est ici au Maroc. On va parler aussi de l'initiative AAA. Mais d'abord, arrêtons-nous sur ce 4 pour 1000 qui a été annoncé, allez, on va dire, il y a environ un an, lors de la COP 21 à Paris, par Stéphane Le Foll, le ministre français de l'Agriculture. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le 4 pour 1000 ? Simplement. Alors ça provient d'une règle de 3 très simple, hein. Si on augmente de 4 pour 1000, c'est-à-dire de 0,4% par an les stocks de carbone des sols, on arrive à compenser, alors selon les calculs, entre les émissions totales de carbone, de CO2 fossile de l'atmosphère, ou bien l'enrichissement, je dirais, annuel de carbone dans l'atmosphère, c'est-à-dire 4,3 milliards de tonnes de carbone actuellement. Donc on a là un levier potentiel d'atténuation du changement climatique. Il ne faut pas croire que c'est la solution miracle, mais c'est une solution... on pourrait quand même pour ça s'imaginer que c'est une solution miracle, non ? Ce n'est pas une solution miracle parce qu'on va arriver à un stockage fini à long terme, hein. Il y a forcément un moment où on va arrêter de stocker, mais c'est une solution qui est essentielle à mettre en place dès maintenant pour les prochaines décennies si on veut véritablement lutter contre le changement. Mais si on retient le principe, c'est que ça permet en tout cas de stocker les émissions anthropiques de carbone que nous faisons. Tout à fait. Chaque année. Mais pas forcément partout. Mais pas forcément partout. Pas forcément partout et pas forcément de la même manière. Et alors pourquoi l'Afrique ? C'est vraiment un sujet important pour ça. Oui. C'est parce que finalement l'Afrique c'est immense, hein, c'est 20% des terres émergées du monde. Et en termes de stockage de carbone, c'est que 7% du stock de carbone des sols du monde. C'est-à-dire qu'on a des stocks et des teneurs en carbone en Afrique qui sont beaucoup plus basses qu'ailleurs dans le monde. Pour quelles raisons ? Pour plusieurs raisons. Pour des raisons de gestion du sol, mais aussi surtout pour des raisons tout simplement climatiques, hein. À cause de l'érosion, à cause du climat qui est très agressif, à cause de la pluviométrie, à cause de l'érosion, à cause des modes de travail du sol. Et donc on part de teneurs qui sont très basses. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que qu'on va améliorer les choses. Comme on part de teneurs qui sont très basses, on a un potentiel très important à les augmenter sur une surface très importante. Très bien. On va y revenir dans le détail justement. Je voudrais donner la parole à Mohamed Badraoui pour compléter. On vient de parler du 4 pour 1000. Au printemps dernier, votre ministre, le ministre marocain de l'Agriculture, a annoncé une autre initiative internationale aussi, le AAA. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous dire en quoi exactement ça consiste, en résumé ? Le AAA est venu pour combler un certain nombre de déficits de compréhension comment on doit gérer les sols. Le AAA a 4 solutions pour une meilleure utilisation des ressources, pour subvenir aux besoins alimentaires de la population africaine qui va doubler, comme on dit, mais également pour préserver nos ressources en sol. D'abord, les sols constituent le pilier principal du AAA, à 3 niveaux.
au niveau fertilité, au niveau utilisation, arboriculture fruitière au lieu de culture annuelle, agroforesterie au lieu d'utilisation tout à fait avec des couvertures annuelles, mais également des parcours, la gestion adéquate des zones de parcours qui constituent des espaces énormes. Et le troisième niveau dans les sols, c'est effectivement cette question de séquestration du carbone. Oui. Et c'est là où le AAA et le 4 pour 1000 se rejoignent. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser, ça se rejoint. Et le AAA s'appuie sur le 4 pour 1000 dans ce volet sol, mais adapté aux conditions africaines. Voilà. D'accord, c'est un 4 pour 1000 adapté à l'Afrique. Bon. Maintenant, est-ce qu'on a en Afrique 4 pour 1000 ou non? Alors, Ça, c'est la question principale. En Afrique, on peut avoir 10 pour 1000, comme on peut avoir 0 pour 1000. ça dépend des sols. Ça dépend des sols et de leurs conditions, comme Monique a expliqué au départ. Oui. Mais en Afrique, dans beaucoup de conditions, nous avons une minéralisation importante qui l'emporte sur l'humification. Ça veut dire que l'emporte sur la capacité de stockage. Mais en moyenne, on peut dire que nous pouvons être dans l'ordre de 4 pour 1000 sans difficulté. D'accord, donc en moyenne, ça fonctionne, ça marche. Alors il faut quand même rappeler quelque chose d'important, parce qu'on dit les sols, puits de carbone, mais pour être des puits de carbone, il faut quand même produire dessus. Il faut quand même les cultiver, ça c'est quelque chose qui est important. Alors quelle est la spécificité, Emmanuel Turcobio, quelle est la spécificité quand même des sols en Afrique? Quand on parle, peut-être vu de loin, on pense souvent à des sols arides. Et on connaît les proportions à peu près? Écoutez, comme ça a été dit par mes prédécesseurs, il y a une immense diversité effectivement des types de sols en Afrique, depuis les zones très humides jusqu'aux zones semi-arides ou arides. Mais la caractérisation des sols africains, on peut la faire à partir des pratiques des agriculteurs. Si on regarde ce que font les agriculteurs africains, on se rend compte qu'ils ont une grande diversité de pratiques qui permet de répondre justement à cette diversité des sols africains et à la protection des sols qui a été évoquée par mes collègues. L'agriculture africaine, ce n'est pas une agriculture de monoculture intensive et de simplification de l'environnement. L'agriculture africaine, c'est une agriculture du mélange. Et ce mélange de cultures, mélange d'arbres de culture et d'animaux, ce mélange qui permet de permettre à des arbres de se régénérer naturellement et de les protéger dans les champs, prend en compte cette diversité des sols et répond à la diversité incroyable des sols qui existent en Afrique. Les agriculteurs africains ont une méthode qui ne consiste pas à séparer les usages de la terre en faisant de l'agriculture ici et de la protection des ressources naturelles ailleurs. Non, on fait les deux choses en mélangeant, en associant production et protection des ressources naturelles. Quelque part, on fait déjà de l'agroécologie. On fait un petit peu de l'agroécologie en faisant ça, effectivement. Et c'est une démarche qui correspond très très bien à la fragilité et à la diversité des sols africains. Je voudrais insister quand même sur le fait, sur cette diversité des sols et dire que ce dont on a besoin à l'échelle du monde et probablement encore plus à l'échelle de l'Afrique, c'est d'un État. C'est-à-dire tout le monde dit qu'il y a une formidable diversité, mais en fait, il nous manque quoi? Il nous manque un État, c'est-à-dire une connaissance précise, une cartographie des propriétés des sols en Afrique. Ça, c'est l'État. On est en train d'essayer de le faire. Donc, il nous manque des bases de données harmonisées pour ça. Ensuite, il nous manque une évolution, c'est-à-dire qu'il nous manque des systèmes de surveillance, des endroits où on puisse revenir, remesurer les mêmes paramètres et voir donc vers quelle tendance on va. Il faut pouvoir faire un travail comme ça de cartographie pour être beaucoup plus précis Tout à fait. dans le diagnostic. Et pouvoir suivre les évolutions. Et ensuite, prédire ce qui va se passer en fonction des changements de pratique. Le sol, ce n'est pas uniquement une quantité de choses. On caractérise le sol par trois grandes familles de propriétés. Des propriétés physiques, des propriétés chimiques et des propriétés biologiques. Les propriétés chimiques, bien, c'est la constitution du sol, les différents minéraux qui sont là. Les propriétés physiques, c'est la manière dont les éléments sont arrangés entre eux. Et les propriétés biologiques, eh bien, c'est la vie du sol. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le sol est un organisme vivant. Dans le sol, il y a une vie incroyable, des micro-organismes, des bactéries en quantité prodigieuse. Et les démarches dont j'ai parlé tout à l'heure, d'agriculture en mélange, d'agriculture écologique, permettent justement de contribuer grandement à la biologie du sol et de faire en sorte que cette biologie fonctionne mieux. Et le carbone, on y revient, joue un rôle essentiel. Parce que davantage de carbone dans le sol,
c'est une meilleure conservation de l'humidité du sol. Aussi, Et qui dit meilleure conservation de l'humidité du sol, dit meilleures conditions pour la biologie du sol. D'accord. Donc propriétés physiques, chimiques et biologiques, si on arrive à jouer sur les trois, on est gagnant. D'accord. Et le carbone nous y aide. Oui, alors comme cette émission consiste quand même à faire un état des lieux des sols et de voir les éventuelles conséquences, ou du moins celles que l'on pourrait connaître du changement climatique dans les années ou les décennies à venir, je voudrais d'abord qu'on regarde un reportage. On est allé tourner dans le nord du Sénégal, dans le Ferlo exactement. C'est une zone, on est en zone sahélienne. Et on était avec des scientifiques là-bas et on est allé voir ce qui pouvait se passer à peu près, puisque vous savez que c'est l'endroit où l'on a commencé à construire la fameuse grande muraille verte. Donc on va aller voir tout de suite ce qui se passe là-bas. Direction l'Afrique de l'Ouest, dans la région du Ferlo située au nord-est du Sénégal. Loin des plages de cocotiers, à 5 heures de route de Dakar, nous pénétrons dans la zone sahélienne et semi-désertique du pays. Le Ferlo est une savane arborée, peuplée de familles de bergers nomades qui y font paître en toute liberté leurs précieux troupeaux de bœufs et de moutons. Tous les 30 ou 40 kilomètres, on y trouve des forages qui vont puiser l'eau à plus de 150 mètres de profondeur. Et après la courte saison des pluies, ce sont les seuls points d'eau qui permettent aux familles de se ravitailler et au bétail de s'abreuver. À Ouidou Tiengoli, c'est le jour du marché. Nous avons rendez-vous avec notre guide, Aliou Guissé. Il est professeur d'écologie végétale à l'université de Dakar. Depuis quelques années, la quantité de pluie a baissé. Avant, on pouvait avoir ici entre 300 et 400 mm. Nous avons noté, en tout cas ces 2 dernières années, que les quantités de pluie étaient pratiquement inférieures à 200 mm. Donc vous voyez déjà qu'il y a quand même une réduction drastique. Mais avec la sécheresse, il y a des espèces qui n'ont pas pu résister. Parce que si la nappe descend, évidemment, elle va sortir du champ des racines. Et par conséquent, les espèces qui n'ont pas cette capacité d'enracinement très profond vont finir par mourir, faute de pouvoir accéder à l'eau qui est assez profonde. Il y a des problèmes liés au changement climatique, certes, mais il y a aussi des causes qui sont surtout liées au surpâturage. C'est-à-dire ici, c'est une zone sylvopastorale. Aussitôt après la saison pluvieuse, ce bétail va passer, va pratiquement brouter toute l'herbe. Et vous verrez ici, quand vous revenez dans 1 mois ou 2, maximum, il ne restera plus rien. Rien du tout. Et donc, ça fait effectivement que ce vent qui vient du nord, n'est-ce pas, va pouvoir avoir un pouvoir de lessivage extraordinaire. Et il y a eu des périodes où on voyait pratiquement des animaux, des moutons, des bœufs qui mouraient pratiquement en plein milieu du Sahel. Qui mouraient, on trouvait des carcasses. Ma foi, c'est parce que donc justement, il n'y avait plus assez d'aliments. Et c'est ça qui a été à l'origine justement des phénomènes de transhumance vers le sud, n'est-ce pas, du pays où justement ce pâturage-là subsistait encore. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il faut que l'homme intervienne maintenant. Et quelle intervention! Pour lutter contre cette désertification, le Sénégal a entrepris en 2005, avec 10 autres pays de l'Afrique sahélienne, un projet pharaonique. La Grande Muraille Verte, une gigantesque zone arborée qui traverse toute l'Afrique, du Sénégal à Djibouti sur 7000 km de long et 15 km de large. Et c'est dans cette région du Ferlo que le projet prend progressivement racine. Aliou Guissé nous emmène sur la première parcelle plantée en 2008. 7 espèces d'arbres ont été choisies en raison de leur capacité d'adaptation aux conditions extrêmes du Sahel, mais aussi en tenant compte des ressources économiques qu'elles peuvent apporter à la population locale. Alors l'acacia sénégal, c'est une plante qui est endémique du Sénégal et qui produit la gomme arabique que le Sénégal utilisait déjà dans le commerce depuis très longtemps. On s'est rendu compte que la gomme du Ferlo est une des gommes la plus prisée sur le marché international. Et on espère que le Sénégal va reconquérir peut-être sa première place. Ces premières plantations ont déjà permis de fixer et refertiliser le sol. Il a certes fallu les clôturer pour les protéger du bétail, mais ces nouveaux pâturages rendent déjà bien des services aux bergers. Et on va permettre aux populations locales de passer, ils vont les récolter et ça va servir de fourrage. Et rien que pour ça,
Rien que pour ça seulement, nous avons pu réduire les mouvements de transhumance. 45 000 hectares ont déjà été plantés au Sénégal et les autorités en mesurent déjà les premiers effets sur la population. Petit à petit, les familles se sédentarisent et de nouvelles activités se développent. Pour les femmes, des jardins polyvalents ont été aménagés. Elles apprennent à y cultiver des fruits et des légumes variés en fonction de la saison, sèche ou humide. C'est tout nouveau pour elles. Leur production leur permet d'enrichir et de diversifier l'alimentation de la famille et elle leur procure aussi quelques revenus en les vendant sur les marchés. On s'est rendu compte également que, du point de vue même de la scolarisation des enfants, on a de plus en plus d'hommes, de familles qui se sédentarisent. Et en se sédentarisant donc, ils mettent leurs fils, leurs enfants à l'école. Donc les enfants ne sont plus obligés aussi d'abandonner parce qu'il y a le bétail qui doit partir et qu'il va falloir conduire. Donc ça aussi, c'est des impacts extrêmement positifs. Au Sénégal, grâce à la Grande Muraille Verte, l'espoir renaît petit à petit sous le soleil du Sahel. Je crois qu'il est important quand même de dire que pour trouver des solutions, il faut absolument tenir compte des populations locales, des gens qui y habitent. Il ne faut pas avoir un regard simplement uniquement technique sur les terres. Alors messieurs, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais dans le reportage, Aliou Guisset nous dit à un moment donné, depuis quelques années ici, avant il y avait 300 mm de pluie, 400 mm de pluie, maintenant il n'y en a plus que 200. Est-ce qu'on peut connaître à peu près l'évolution du climat qu'on va avoir en Afrique? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Bien entendu, prenons l'exemple du Maroc, qui est similaire à celui du Sénégal. Au Maroc, pendant les 40 dernières années, le Maroc n'a pas attendu à ce que le GIEC leur dise que nous avons du changement climatique. Vous l'avez vu? Et comment on le vit? On le vit chaque jour. Et depuis 40 ans, le Maroc a perdu pratiquement 30% d'eau. Et dans toutes les stations climatiques nationales, vous avez des diminutions substantielles de précipitations, mais les agriculteurs et les pouvoirs publics se sont adaptés à ces conditions et avec un coût extrêmement élevé. Je prends l'exemple, depuis 1967, où feu Sa Majesté Hassan II avait lancé le défi d'irriguer 1 million d'hectares. C'était une réponse d'adaptation au changement climatique depuis 40 ans. Et c'est ça qui a permis au Maroc de survivre dans des conditions difficiles et d'assurer au moins une partie de sa sécurité alimentaire, c'est de construire des barrages, mobiliser de l'eau, c'est d'irriguer 1 million d'hectares et nous sommes arrivés à le faire en 1998. Aujourd'hui, nous avons 1,6 million d'hectares irrigués. Mais la gestion de l'eau est fondamentale pour les sols et fondamentale également pour la sécurité alimentaire. Je reviens à un point qui a été dans ce reportage très intéressant. C'est le choix des espèces à cultiver dans cette muraille. Ça, c'est un élément fondamental. On ne peut pas choisir n'importe quelle espèce. Et là, le choix de l'acacia. L'acacia a un avantage énorme. C'est qu'il n'a pas besoin d'azote. Ah oui. Il fixe l'azote atmosphérique, mais il a besoin de phosphore pour les racines. Il a besoin d'autres éléments. Il faut que ça soit dans le sol. Et si on ne connaît pas la fertilité intrinsèque du sol, on peut l'épuiser encore plus. C'est pour ça que le défi n'est pas de planter. Le défi, c'est de maintenir cette végétation sur place. D'accord. Je voudrais qu'on soit un peu précis quand même sur les conséquences ou ce qui pourrait se passer pour le réchauffement climatique, parce qu'évidemment, vous êtes bien placé pour le savoir, vous l'avez constaté depuis 40 ans, vous dites, vous voyez les changements. Mais de façon générale, en Afrique, moi, dans votre livre, Emmanuel Torcoglio, je lisais, c'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire que la grande majorité des sols africains, on ne sait pas vraiment ce qui va s'y passer. On est un peu dans l'inconnu. Oui, les modélisateurs nous disent que c'est compliqué de prévoir les changements climatiques dans la zone tropicale, que c'est plus compliqué dans la zone tropicale que dans la zone tempérée. En Afrique, effectivement, on voit des endroits où il y a une tendance à l'augmentation de la pluviométrie et d'autres endroits où il y a une tendance à la diminution. Malheureusement, il semblerait que ce soit les zones les plus humides qui deviennent plus humides et les zones les plus sèches qui deviennent encore plus sèches, ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Mais il faut moduler ceci et localement, on observe aussi de grandes variations avec des poches qui évoluent différemment des autres. Donc les modélisateurs sont très prudents sur la caractéristique précise des conditions climatiques à l'avenir. Ce qui est sûr par contre, c'est que oui, ça va changer et que ça affectera en priorité les populations les plus vulnérables. Ça, on le sait. Par rapport au changement climatique, il y a quand même quelque chose sur quoi les climatologues s'accordent à peu près. C'est qu'on va avoir une augmentation des événements extrêmes. C'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation à la fois des fréquences des sécheresses
mais aussi à la fois des événements pluvieux extrêmes. Et donc ça a des conséquences très fortes sur les sols également, c'est-à-dire qu'un événement pluvieux extrême, bah, c'est quoi? C'est plus d'érosion, donc c'est du sol qui s'en va, c'est du sol qui part, c'est de la profondeur de sol qui s'en va, comme le disait M. Badraoui. Et puis une sécheresse, eh ben, c'est pareil, c'est progressivement de la désertification. Donc il ne faut pas simplement raisonner en termes de pluviométrie moyenne, il faut raisonner en termes aussi de fréquence d'événements extrêmes. D'accord. Est-ce qu'on peut dire, ou est-ce que l'on sait si ça a déjà des conséquences et quelles conséquences ça pourrait avoir sur les rendements? Parce que c'est ce qui nous intéresse. On sait très bien que l'objectif aussi, il est de nourrir les populations. Je vous dis qu'une des premières études d'impact du changement climatique sur l'agriculture a été faite au Maroc en 2009. Et nous avions montré que le changement climatique sera responsable dans l'avenir d'au moins une diminution des rendements de moins 30%. Dans beaucoup de régions, 30% de rendement, de diminution. En Afrique globale, si on ne fait rien, en 2050, nous aurons encore une diminution de 20% des rendements. Il faut absolument des solutions qui permettent d'utiliser les sols de manière efficiente et d'utiliser l'eau encore plus de manière efficiente. La température n'est pas un problème lorsqu'elle se limite à un certain niveau. Parce qu'a priori, on pourrait dire que plus il fait chaud, parfois ça peut favoriser aussi ça permet une croissance. Mais s'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Ce qui est important, c'est une combinaison entre l'eau, d'accord, et la température qui permet aux micro-organismes aussi dans le sol, qui permet à tout l'écosystème d'évoluer. Mais si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez rien. Une des choses fondamentales en Afrique, c'est que les superficies irriguées ne représentent qu'environ 5% des terres agricoles. Et il y a un potentiel d'aller à 25%. Vous savez, 25% de terres irriguées en Afrique, c'est énorme. Et si on ne fait pas ça, on sera toujours confronté à ces variations, à ces diminutions de précipitations. Et c'est fondamental. Et ça, c'était la solution importante du AAA. Alors, on va en parler dans les autres émissions, mais j'aimerais aborder quand même, un petit peu rapidement pour conclure avec vous, les solutions. On parle, Emmanuel Torcobio, d'une agriculture résiliente. Je sais que pour vous, ce sont des mots que vous connaissez tous très bien. Expliquez-nous, ça consiste en quoi? Ça veut dire quoi, une agriculture résiliente? Eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de l'augmentation du carbone dans le sol, on a indiqué que augmenter le carbone dans le sol contribue à diminuer la quantité de gaz à effet de serre, mais contribue également à améliorer la fertilité du sol et donc améliorer les rendements. Et on améliore la qualité du sol au sens large. Et un sol qui est de meilleure qualité, il est plus à même de résister à des changements imprévus. Il est plus à même de résister à une sécheresse soudaine, par exemple, ou à une pluviométrie qui n'a pas été prévue. Et c'est ça la résilience. La résilience, c'est la capacité de rebondir après un événement traumatique imprévu. Et un sol de bonne qualité, riche en carbone, riche en autres nutriments, avec de bonnes quantités d'eau, c'est un sol, si je peux me permettre, qui rebondit mieux, qui est plus résilient et qui va donc mieux résister aux imprévus climatiques. D'accord. Concrètement, ça veut dire plus de diversité de la culture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des cultures mieux adaptées au milieu et ne pas transformer le milieu? Oui, une grande diversité de cultures et des cultures qui ne tentent pas, des méthodes de culture qui ne tentent pas d'artificialiser le milieu, mais au contraire de jouer avec la variabilité naturelle du milieu et s'y adapter en cultivant les cultures les plus adaptées à tel ou tel environnement, sans essayer de trop transformer l'environnement. Donc il ne faut pas trop imiter ce qui s'est passé au Nord à un moment. Il faut sans doute éviter les excès d'économie d'échelle de l'agriculture industrielle et tirer vers l'agriculture agroécologique, ce qu'on appelle aussi l'intensification écologique de l'agriculture. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de produire moins, il s'agit de produire beaucoup pour nourrir tous les gens qu'on veut produire, mais il faut que nos critères d'intensification soient des critères de nature écologique et pas des critères de nature industrielle ou d'économie d'échelle. Il faut absolument en Afrique qu'on interdise la monoculture. Ça veut dire qu'il faudrait absolument que l'on ait des conditions écologiques et permettre la rotation des cultures d'année en année. C'est ça qui va régénérer le sol. Et le deuxième élément, des notions qui viennent partout. Si dans le Nord, ils ont leur place, ils n'ont pas leur place en Afrique. Aujourd'hui, les sols de l'Afrique sont extrêmement pauvres en éléments nutritifs. Ne leur proposons pas de faire de l'écologie, l'agroécologie intégriste.
pas d'engrais, pas de pesticides, pas ça. Ça ne marche pas. Il faut d'abord augmenter la fertilité des sols à un niveau donné, et après on peut avoir la permission de manger quelque chose qui n'a pas un Remettre élément les sols à donné. niveau et puis ensuite pouvoir faire évoluer les choses. Voilà, et après on verra. Tranquillement. Donc Ça, c'est éviter votre ça, point de vue. nous partons vers une agriculture diversifiée, écologiquement durable. C'est ça le D'accord. plus important. Merci pour ces précisions. Un mot pour terminer, parce que c'est le sujet qu'on va aborder dans les autres émissions avec l'agroécologie. Est-ce que vous pensez que l'Afrique et la planète, pourquoi pas, pourraient nourrir 9 à 10 milliards d'habitants que nous serons en 2050 ? Je pense que l'Afrique, d'abord, peut nourrir l'Afrique. Ça, c'est fondamental. Et il y a toutes les capacités pour le faire. Il faut travailler pour avoir de bons projets, pour faire augmenter et réduire le gap de productivité. Mais l'Afrique, si on peut produire suffisamment, l'Afrique peut exporter à d'autres régions, parce que le potentiel de production est encore important au niveau de l'Afrique. Mais il faudrait qu'on le fasse ensemble. Et ce n'est pas seulement l'Afrique toute seule. D'accord. Dominique Arouet. Potentiellement, on a de quoi nourrir 10 milliards, même 12 milliards d'habitants. Mais il y a des priorités à avoir. C'est-à-dire qu'il faut commencer par bien nourrir ceux qui sont mal nourris. Et donc, il est plus important d'augmenter les rendements en Afrique, par exemple, que de chercher à les augmenter dans la Beauce, en France. Il ne s'agit pas uniquement d'augmenter les quantités, mais il s'agit aussi de penser à éviter les pertes et le gaspillage, à améliorer notre stratégie de transport des denrées alimentaires, toute une série de choses comme ça qui pourraient améliorer aussi le régime alimentaire de la planète au sens large. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un peu trop court à notre goût, mais on va prolonger par 2 autres émissions qui vont nous en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Merci au public qui est là de vous avoir suivis. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Je vous renvoie aussi sur le dossier pédagogique absolument complet sur l'agriculture en Afrique que nous venons de sortir sur le site de l'espritsorcier.org. À très bientôt.